deux des plus gros joueurs avec une force, une explosivité, une attractivité surtout. Là, on parle des dunkers. Hein. On est clairement sur le dunker. Là, c'est pas sur les mecs qui parlent fort, qui bougent beaucoup. Non. Mais on a affaire concrètement à des aigles. Je dirais même que pour moi, c'est deux styles différents. Il y en a un qui est vraiment qui dunk pour asseoir sa domination. Il y en a un Ouais. qui est vraiment dans l'esthétisme. Pour moi, de ma fenêtre, il y en a un qui veut vraiment envoyer un message à quelqu'un quand il dunk dessus. Et l'autre qui est vraiment dans, comme tu as dit, le divertissement, vraiment t'en mettre plein les yeux. Ah, c'est vrai. Non, mais il a raison. Ils n'ont pas la même expression du dunk. Hein. Ils voient pas le dunk comme Ouais. la même façon. Bah, toi, en plus, Jason Richardson, il a joué pour Golden State. Là-bas, c'est le show. Ouais. On s'en fout de la Vraiment. domination. C'est le show qu'on veut voir. Exact. Et ouais, hein, on va parler de deux mecs qui doivent être très très forts au gainage. Hein. Vraiment, des mecs au gainage, ils doivent être très solides. Hein. Pour claquer des dunks comme ils ont fait, leur changement de Ouais. sens dans les airs, etc. Non, du Non, gainage. Ah non, bien mais- gainé. Hein. Et concrètement, en parlant de ça, les highlights qu'on va vous diffuser, très chers auditeurs, notamment aux plus jeunes et dont on parle, hein, parce que Tim Duncan revient sur le basketball de notre enfance en NBA. Et ce soir, on va traiter Jason Richardson, alias Jerich, et de l'autre côté, un joueur emblématique des années 90, Sean Kemp, the Rain Man, et même The Rain Man avec la pluie de Seattle. Mais le parcours de ces deux individus a été vraiment très différent, disparate. Alors, on va rapidement conclure ça. Sean Kemp a une plus grande, bien entendu, figure, une plus grande carrière que Jason Richardson, bien entendu. Mais concrètement, en termes, ça se bagarre au niveau athlétique. Et on peut rapidement rentrer sur le vif du sujet, messieurs, par rapport à ça, sur ces deux joueurs. Alors moi, si je te disais franchement, pour moi, dans le jeu, je choisis clairement Sean Kemp parce que vraiment, psychologiquement, je pense qu'avec ses dunks, il avait quand même cette capacité à démoraliser l'adversaire, à vraiment lui faire lâcher prise. Donc moi, en termes de jeu, je préfère Sean Kemp, honnêtement. Après, franchement, si on aime le spectacle, si on aime voir des dunks spectaculaires, des dunks auxquels on n'aurait jamais pensé, bah, on choisit Jason Richardson parce que vraiment, il avait une créativité, Ouais, une ouais. explosivité que peu de personnes encore arrivent à challenger. Donc, franchement, voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Plus Sean Kemp pour l'efficacité dans le jeu parce qu'il avait vraiment, il prenait l'ascendant sur toi en faisant des dunks. C'était pas Mhm. juste un dunk pour dunker, c'était vraiment pour humilier ou te faire comprendre que tu pouvais rien faire en vrai. Exact. C'est ça un peu quoi. Mais tu sais, mais d'ailleurs, on va rentrer dans le cadre de ses carrières. Tu as beaucoup de joueurs de l'effectif des Sonics, notamment, je crois que c'était Casey Jones qui s'exprimait là-dessus, et qui disait quand Sean Kemp démarre dans la peinture et qui va dans le panier avec le ballon, vaut mieux ne pas te trouver dans le passage. Ça peut être très, 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 très compliqué. De toute manière, bah, tiens, allons-y déjà, messieurs, pour attaquer déjà leur partie childhood. Par rapport à Sean Kemp, enfance difficile, des parents qui divorcent très rapidement, enfant d'Indiana, hein, Rafik, on voit directement le parcours déjà comme de la plupart des joueurs NBA issus de la communauté Ouais. noire qui est déjà pas facile. Ouais, bien sûr, c'est un. Je vais pas dire que c'est un parcours basique pour un joueur NBA Ouais, afro-américain, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans cette période. Un joueur qui est élevé uniquement par la maman. Il y a aussi une autre figure importante dans sa jeunesse, c'est bien celle sûr, de sa grande sœur qui bien sûr. qui va lui donner un peu ce goût à la compétition parce que il avait une grande sœur qui était très sportive Ouais, et qui aimait bien l'affronter en duel. Donc ça lui a permis de gagner cet esprit de compétition et aussi en confiance. Et cette confiance va beaucoup l'aider dans sa jeunesse et notamment en high school où il bien sera sûr. très 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 performant. Incroyable. Il va commencer à attirer l'œil du très célèbre Sonny Vaccaro. Hein. Dans cette période, Sonny Vaccaro, Bien sûr. t'avais moins de 18 ans et que t'étais connu, il toquait à ta porte. Hein. Et Pas de problème pour ça. ah ouais, mais Sonny Vaccaro est une personne hein, qui est c'est un très très bon businessman. Hein. Le mec, il a compris très très rapidement à quel point il fallait recruter les joueurs très rapidement hein, pour faire des sous. Hein. Nike, Reebok et tout, ils peuvent lui dire Ah ouais, merci. Ah bien oui, sûr, totalement, bien sûr, totalement. bien sûr, bien sûr. Il va à Kentucky
Mhm. Il va pas à Indiana, enfant d'Indiana, il va pas à l'université d'Indiana, mais il va à celle de Kentucky. Exact. Mais il fera zéro, il ne restera pas là-bas pour à cause de son très bas score au SAT. Mhm. Voilà, c'est là quand même, Kentucky, c'est l'excellence académique. Même si tu es très bon au basket, si tu as un très mauvais SAT, bah ça marche pas. Et aussi, il a été accusé d'un vol sur Ouais, un vol de chaîne en or, hein, d'un c'est joueur ça. de l'équipe de Kentucky. Ouais, mais je pense que comme le disait Rafik au début du podcast, je pense que déjà il partait avec un malus. Clairement, je pense qu'il n'y avait pas déjà de cadre pour au niveau de la discipline ou quoi que ce soit. Et je pense que, comme l'a dit Rafik, on a beaucoup de stéréotypes de ce genre de joueurs où il n'y a pas réellement de discipline et c'est un peu la débrouillardise. C'est-à-dire qu'on essaie de s'en sortir, mais c'est toujours le cas aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est difficile, donc on essaie de trouver les moyens pour mettre les sous dans sa poche. Donc après, il y a des moyens, ils sont Catholique. pas très catholiques. Et je pense que pour son cas, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, malheureusement, c'est dommage parce que c'est quand même une personne qui, je pense, a des capacités excellentes et je pense Ouais. qu'on le verra par la suite. Mais ça pose des bases un peu friables pour tout Mm. ce qui est mentalité, cohésion avec les Ouais. personnes, tout ça. Donc voilà. Mais Mm. ça fait partie de son charme, mais cette imprévisibilité, en effet, va lui causer du tort. De l'autre Mm. côté, on a Jason Richardson, enfant de Michigan, hein, qui a grandi et qui est amené à Saginaw dans le Michigan, justement, qui est une terre de basket, hein, comme Indiana, à l'instar de Sean Kemp. Alors, tu as Jason Richardson qui va concrètement passer ses classes avec Arthur High School en 99. Monsieur va rapidement obtenir des faveurs, hein, du McDonald High School All-American dans sa dernière année, donc ce qui signifie que c'est l'un des grands joueurs, l'un des grands prospects du pays. Et Vraiment. il va intégrer en effet les Spartans de Michigan avec pour coach Tom Izzo. Concrètement, sa première saison qui gagnera avec le titre NCAA 2000. Il n'est pas titulaire à part entière. C'est souvent le cas notamment pour les freshmen en NBA. De toute manière, on fera un épisode là-dessus sur le monde de la draft, le monde de l'université en NBA. Et croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Franchement, c'est un milieu qui est impitoyable comme Dallas. Mais en tout cas, sachez-le que vous allez vraiment vous régaler. En tout cas, on va tout donner pour ça. En tout cas, par rapport à Jason Richardson, c'est au cours de sa deuxième année, avec notamment de certains coéquipiers qu'on verra en NBA, Martin Clays, et surtout MOP, Maurice Peterson. N'est-ce pas, pour le tu te souviens de ce monsieur qui a eu des embrouilles avec Vince Carter. Avec tout le monde. Lui, c'était vraiment le roublard de service. Ce monsieur, mais c'est incroyable, hein, vraiment, mais une peste. Et en tout cas, Jason Richardson fera une très très bonne carrière universitaire avec ce titre en 2000, c'est que tout le monde ne gagnera pas, et il sera drafté en 5e position de la draft 2001 et non 2000, en déplaise à Samuel, la draft 2001 qui sera même intéressante. Est-ce que vous avez des idées par rapport aux joueurs draftés en 2001 là, par rapport à... Parce que moi je me souviens de cette draft là, c'était plutôt pas mal, hein. Il y avait quand même de sacrés propos quand même, hein. Déjà, ça commence qu'avec des pivots, qu'avec des gros gaillards. Kwame Brown, ouais. Tyson Chandler, Eddie Curry, Pau Gasol. Bon, Kwame Ouais, Brown, voilà. hein, premier choix de cette draft 2001. Oh là là, quel drape de merde. Enfin, non, pardon, quel individu, enfin, quel joueur pété, vraiment. Michael Jordan. Non, mais mentalement, il était pas fort. Donc, c'est vrai que pour le coup, malheureusement, il est tombé dans la mauvaise équipe. Parce que. Et de l'autre côté, t'as MJ. Non, mais c'est incroyable. Ce monsieur, on l'a bat comme un agneau à la boucherie. C'est bon, enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Ouais, il y avait quand même de sacrés gars dans la draft. Il y a Zach Randolph, Non, mais vraiment. Tony Randolph, Parker. Joe Johnson. Non, t'as Voilà. des mecs un peu. Gasol. Belle Non. draft. Non, c'est une belle draft. C'est une belle draft. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Tyson Chandler qui s'est bien rattrapé après un début de carrière chaotique du côté des Bulls, où t'as Rinsdorf qui a essayé de faire des conneries avec ses Bulls. Enfin bref, peu importe. C'est pas le sujet. Revenons à nos deux joueurs athlétiques. Alors, Sean Kemp, lui, donc, ne va pas faire l'université. Il va essayer d'aller dans le Texas pour se rattraper, mais la saison est déjà lancée. Donc, il s'inscrit pour la draft 1989. Et cette fameuse draft-là, bon, Sean Kemp a, en effet, comme vous l'avez dit, est sur le coup des faits divers avec cette fameuse chaîne, mais les Sonics, ainsi que plusieurs autres franchises, ont l'œil sur lui, et il est drafté assez haut quand même, hein, Rafik. Parce qu'il y avait les Lakers sur le coup, je crois aussi.
lui, il est drafté en 17e position. Il avait déjà une très belle réputation grâce à ses années en high school. Et donc, il s'entraînait souvent avec les Lakers. Il utilisait les infrastructures, etc. Il découvrait le monde de la NBA. Et lui, dans sa tête, il se voyait déjà signé aux Lakers. Mais il y a Bob Whitsitt, hein, ton pote, hein, celui qui a créé les Jay Blazers. Hein, tu vois, Bob Whitsitt, il a le nez pour le talent, mais aussi pour les fous, tu vois. Mais vraiment. Mais juste. C'est un ouf, Bob. Il fait des paris, il tente. Hein. Non, c'est le rôle d'un GM. C'est son rôle. Non, mais Bob Whitsitt, de toute façon, lui, il s'en fout que tu sois, que t'aies un passif sombre, etc. Lui, dès qu'il voit il y a du talent, il prend, il s'en fout sinon. Et donc, il a fait ça avec Kemp, hein. Bien qu'il y avait ces histoires de chaînes en or volées et de scores très bas au SAT, et le courant passe, et du coup, voilà, hein, c'est Seattle qui le draft en 17e position. Un mot sur le début de carrière de Sean Kemp, Polo? Pas très réjouissant. Après, je pense que il était un peu barré par certaines stars au niveau des Supersonics. Et je pense que c'est dès que Xavier McDaniel part aux Suns, que Kemp commence à rentrer dans la rotation de façon correcte, quoi. Donc, il commence à marquer quelques points, à mettre des contres et de progresser. Honnêtement, moi, je vois là les stats. Il commence au début avec 6,5 points de moyenne. Et ensuite, l'année d'après, il arrive à 15 points, 17 points. Donc, progressivement, il devient un joueur viable. Mais déjà, même la première saison est pas mal, hein, parce qu'il fait du 14 minutes en moyenne au cours de la première saison. Et il a 6 points par game en sortant du banc. Plus 4 rebonds, ce qui est déjà pour moi intéressant pour un rookie. Et ensuite, il y a l'explosion, quoi. Bon, le trophée MIP n'était pas donné, mais concrètement, plus 9 de différentiel, c'est exceptionnel, concrètement, quel que soit le secteur d'activité, hein, très cher auditeur. Ça coïncide aussi avec l'arrivée de Gary Payton. Hein. C'est Gary Payton est drafté l'année d'après, et du coup, Payton aussi contribue à sa progression. Regardez, je vais vous parler de ça justement par le nom de Xavier McDaniel. Il y a un match contre les Knicks. Il y a une bagarre qui éclate entre Charles Oakley et Xavier McDaniel. Évidemment, Charles Oakley, dans la bagarre, il n'y a pas de problème avec ça. Et il avait 19 ans. En ce temps-là. Donc, c'était sa saison rookie. Et t'as Sean Kemp qui est impressionné parce que Xavier McDaniel est expulsé, forcément. Il va voir Sean Kemp et il l'engueule. Il dit à Sean Kemp, ouais, toi, va la rentrer dedans. Les Knicks font les malins, mais va la rentrer dedans. T'as le physique pour et tout. Et Sean Kemp est impressionné. Donc, il rentre sur le terrain. Et c'est justement là où il fait un dunk incroyable sur la tête des défenseurs des Knicks. Je vous rappelle qu'à l'époque, Knicks 90, ça ne rigolait pas en défense concrètement. Aujourd'hui, même si Tom Thibodeau fait un très bon travail, et concrètement, tout change à la tête de Sean Kemp. Et c'est à partir de là qu'il devient concrètement à l'image enfin de la grande ligue, où c'est l'image marquante où il va devenir le dunker qu'on connaît, Polo, au cours des saisons. Ah oui, mais comme je t'ai dit, je pense que dans les années 90, c'était sinon le plus gros dunker dans les matchs et dans les moments chauds. Si tu donnes la balle à Sean Kemp, tu sais qu'il va te mettre un tomard sale sur la tête. Ça, c'est, il y a pas de mystère. Donc c'est vrai que je pense qu'il a pris goût à ça. Je pense qu'il a compris que ça avait un ascendant quand même sur l'adversaire. Et il l'a utilisé à bon escient avec les Sonics. Oh, et de quelle manière? De l'autre côté, Jason Richardson, tu penses quoi du début de carrière, Rafik? Il y a des choses à dire sur ce papa là. Non, mais Richardson, il commence très très fort sa carrière. Hein. Déjà, il est drafté en 5e position, et il arrive dans une équipe de Golden State où il va pouvoir bien s'exprimer offensivement, notamment avec deux armes qu'il utilisera beaucoup, le 3 points et les dunks. En fait, il montre dès ses premières années qu'il est très très fort près du cercle, et il est un très bon shooter à 3 points. Et ça, c'est assez surprenant parce que il n'y avait pas ce genre de profil à cette époque où c'était soit tu étais un bon shooter à 3 points ou soit tu étais très très bon sous le panier. Et lui, il avait ces deux qualités, et je me dis oulala, Richardson aujourd'hui il ferait des dégâts. Par contre, il est quand même
assez moyen au niveau des lancers francs pour un joueur au poste arrière qui a en plus un rôle offensif. Les pourcentages sont pas très intéressants, mais malheureusement, Golden State ne gagne pas, Polo. Golden State n'est pas sur la carte. Aujourd'hui, on parle de Stephen Curry et Klay Thompson à gogo, mais Golden State début 2000, Jason Richardson, c'est compliqué au niveau collectif avec Mike Dunleavy Jr. Exactement. Mais après, on va dire que ils ont traversé le désert avant de devenir les rois du pétrole. Mais c'est vrai Ouais, que pendant ces années-là, c'était un peu la disette. Et je pense que il en a aussi profité parce que pour être aussi offensif, ça veut dire qu'il avait souvent le ballon et qu'il pouvait shooter comme il voulait, quoi. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que même si l'équipe ne fonctionnait pas bien, ça lui a permis aussi de se montrer. exactement. Bon, après, les pourcentages de shoot sont pas si intéressants que ça pour Jason Richardson. 42%, 41%, 43%, 44%, ça devient un peu mieux au fur et à mesure des années. Mais, Rafik, revenons à l'essentiel. Jason Richardson a littéralement écrasé le concours de dunk. Slam Dunk Contest. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Ah, préparez vos oreilles. mais il a vraiment tout donné au concours de dunk et je reviens sur ce que disait Paul au début de ce podcast. Richardson, il utilisait le dunk comme une expression de créativité, d'un art, et lui, c'était les moulins à vent, mais il kiffait ça, les moulins à vent. Waouh. Il montait, et vraiment, il gardait le ballon très très bas, vraiment très très bas, et d'un coup, il a remonté, et ça faisait des dégâts. Hein. Ça faisait des dégâts, et après, on connaît les Américains. Hein. Dès que t'entends le bruit de l'arceau, ils sont là, ils sautent dans tous les sens, c'est le show, c'est. Et, ouais, hein, il a été couronné de 2 titres de concours de C'est dunk. Hein. incroyable. Ouais, à défaut Alors, de gagner des titres. et d'être performant. Ouais, voilà, Et il a. performant collectivement. Et là, en effet, il répond clairement présent dans cette session de concours, parce qu'il faut quand même avouer qu'il affrontait quand même de sacrés lascars. Hein. Stevie Francis, Gerald Wallace du côté des Kings, Desmond Manson, qui était même tenant du titre, après avoir gagné le titre en 2001 et 2000, le fameux concours de Vince Carter, qu'on considère comme étant le concours le plus incroyable du concours de dunk dans le week-end NBA, dans le All-Star All-Star Weekend, et bien là, Jason Richardson remporte 2 titres d'affilée, 2002, 2003, avec un 8360. Mais je vous encourage vraiment à observer ça. C'est tout simplement incroyable qu'un joueur de 1,95, 1,96 hein, pour 102 kilos. C'est pour vous dire la masse qu'est Jason Richardson. C'est-à-dire, au démarrage, le mec ça peut vraiment faire très mal. Et maintenant, après, en 2004, il se permet même d'être encore en finale de ce concours face à Fred Jones, qui va remporter un ex-joueur des Pacers. Donc, c'est toujours bien pour un joueur des Pacers, c'est toujours honoré. Ouais, le problème, c'est qu'il n'avait pas de shoot, Fred Jones. Le problème, c'est vraiment ça. Et même moi, j'étais surpris qu'on a revu les matchs par rapport au podcast sur la fameuse série entre les Pistons et Indiana. Il y a quelques matchs où il a quelques exploits, où il met quelques shoots, mais on sait que c'est pas une menace. On sait que c'est un gros dunker. Voilà. Exact, ça va pas durer. Ça va pas durer. En tout cas, pour Jason Richardson, 3 finales de suite et dont 2 titres 2002, 2003 pour Jason Richardson. Côté Sean Kemp, sa carrière, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, par rapport au niveau du dunk, Sean Kemp fait 4 concours et malheureusement, il ne remporte aucun. Comment ça se passe pour toi non, à moins que ce soit Rafik qui ait des choses. non, je suis pas vraiment chaud par rapport à Sean Kemp, mais déjà, il faut le dire que il va au concours de dunk déjà dès sa saison de rookie et qu'il le fait 4 fois sur ses 5 premières années NBA. C'est une grosse performance. Il ne gagnera pas aucun des 4 concours de dunk, même s'il dira qu'il s'est senti voler plusieurs fois, notamment contre Ceballos. Et, Ceballos. Je pense que le concours de dunk, c'est pas uniquement de la puissance, c'est aussi une créativité à montrer. En fait, on veut que tu divertisses les gens. On veut pas un dunk puissant. Je pense pas que ça puisse divertir les gens autant avec des bandeaux, des voitures, des trucs, tu vois, du bling bling. Il faut du bling bling. Et je pense pas que Sean Kemp avait ça en lui. Non. Il avait pas. Tu vois, c'est pas un réflexe pour lui d'être dans le bling bling. Tu vois, par contre, tu vois des mecs comme Aaron Gordon et Blake Griffin aujourd'hui, eux,
le dunk, pour eux, c'est bling bling, tu vois. Eux, ils ont aucun mal à mettre une voiture en dessous du panier, tu vois. Ah, Alors, mais Kem, ça lui viendrait jamais à l'esprit. Kem, il dit pas quel prends le bouton. ballon, je vais t'arracher l'arceau, c'est tout. Ah, c'est ça, Ah, c'est mais Kemp, c'est la vraiment. domination. C'est la domination. C'est-à-dire quand il dunk, c'est la domination. C'est-à-dire que c'est lui le patron. Au-delà du concours de dunk, la carrière de Sean Kemp côté Seattle est plutôt très intéressante. Concrètement, ça a été l'un des intérieurs les plus dominants des années 90, à l'instar de Charles Barkley, de Karl Malone et bien entendu d'Hakeem Olajuwon, avec plusieurs confrontations en playoff. Moi, j'ai énuméré certains points par rapport à Sean Kemp, hein, c'est-à-dire en 92, il sort les Warriors avec un dunk qu'il fait sur Leinster dans la peinture, et d'ailleurs même il lui fait une série de pointages du doigt parce qu'il veut exprimer la frustration qu'il a. Et il y a aussi il y a un autre dunk sur Chris Gatling où il le dunk est vraiment sauvagement dessus et t'as Chris Gatling il lui serre la main en mode jouer bien ouais. Oui, mais vous savez que Sean Kemp était même heureux, après il était même honoré. Ah bravo, c'est très rare qu'un mec vienne te checker en plein match, mais le dunk était magnifique. Il me régale. Non mais vraiment. Moi, c'est rare de voir ça en NBA, donc il faut quand même honorer ça par rapport à Gatling. En 93, il faut une finale de conférence Ouest face aux Suns de Phoenix avec un Charles Barkley stratosphérique. Dira même que Sean Kemp était clairement énorme. Concrètement, il était énorme, il était la future image de la NBA. Concrètement, ça allait tout exploser lors de cette finale de conférence Ouest où Charles Barkley était même MVP en titre. Michael Jordan va également être très impressionné par Sean Kemp et il dira quelque chose d'important, MJ, Sa Majesté. Il mentionnera que lorsque Sean Kemp commencera à se canaliser, ça va devenir une tuerie et personne ne pourra l'arrêter. N'est-ce pas, Polo? Exactement. Je pense que lui-même, Jordan, c'était quand même un vicieux. Il aimait aussi de la domination, donc il savait que si cet homme prenait le contrôle sur son côté un peu impétueux, il pourrait faire très mal, très 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 mal. Malheureusement, on sait comment ça a fini et je pense que c'est pour tous les amateurs de basket et de basket viril. Malheureusement, ça a très mal fini et ce qui est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui nous a régalé pendant toutes ces années au Seattle Supersonics. Le Sonic Boom, hein, Rafik. Exactement. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ces finales NBA contre les Bulls, où pour moi, il était le meilleur Sonics. Oui, c'était le meilleur joueur Sonic, hein. Et parce que Gary Payton était bien muselé par Ron Harper. Et vraiment, Kemp était le seul scoreur régulier de Seattle parce que Schrempf, il ratait tout. Vraiment mi-distance. Je me rappelle, je crois, les Game 1, Game 2, il était genre à des 10 sur 12 au shoot, des trucs comme ça, hein, mais vraiment. Et en plus, c'était Rodman qui défendait sur lui, hein, c'était pas n'importe qui. Hein. C'est ça. C'est pour vous dire à tel point le niveau qu'avait ce joueur. Cette finale 96, on consacre même un podcast, hein, très cher auditeur. Franchement, encore une fois, vous allez vous divertir au travers de ce podcast, passer un très bon moment sur cette finale NBA 96 Bulls Sonics. Après, Sean Kemp, ça se passe pas trop bien au niveau du transfert. Qu'est-ce que vous voulez dire un mot avant d'envisager la fin de carrière et de basculer sur Jason Richardson? Comment ça se passe par rapport à Sean Kemp? Vous avez des idées par rapport au niveau salarial, je crois, hein? C'est un peu compliqué, hein? Ah, il s'est mis, il est rentré en guerre avec l'organisation parce qu'il jugeait certains mouvements qui allaient à l'encontre de la continuité des Sonics, hein, qui sortaient d'une finale NBA, parce que les Sonics avaient décidé de se passer de Brikowski, de Askew et Ervin Johnson. Bon, moi je me rappelle de la finale 96, c'est pas trois joueurs qui ont fait quelque chose dans ces finales, hein. Askew il jouait pas du tout, Brikowski à part rentrer dans le jeu de Rodman, il n'a pas vraiment été d'une grande importance, hein, même si des fois il apportait un peu. Et Ervin Johnson, à part il a joué le game 1 un peu, le game 2 un peu, après on l'a plus vu, hein. Et bon, je trouve ça dommage qu'il est parti au Clash juste pour des joueurs comme ça. Enfin, pour moi, je comprends que l'envie de garder la continuité, mais pour moi c'est mais je pense que c'est surtout la signature de Jim McVillain qui lui a fait péter les plombs. Le contrat super juteux qu'ils offrent à ce type-là, alors que
On n'arrive pas, lui-même, il n'arrive pas à avoir ce type de Ah, contrat. mais Et puis, il l'aura dans quelques mois après, quelques jours, quelques mois après, il aura un contrat plus que juteux. 107 millions de dollars sur 7 ans. Alors, Jim McVillen recevra 35 millions de dollars sur 5 ans. Gary Payton avait signé aussi son contrat, donc il restait plus trop de place au niveau de la masse salariale. Donc, Sean Kemp se doutait bien du fait qu'on allait le trader. Et en effet, il sera tradé aux Cavs, où il continuera à être performant. Il fera les playoffs 98. Mais en effet, ça commence à devenir très, très, très compliqué pour Sean Kemp au niveau de sa fin de sa carrière. Côté Jason Richardson, après des années moroses au niveau des résultats côté Warriors, Ouais. ce qui se passe, c'est que enfin, il y a la saison 2007, on réserve même un podcast, We Believe, où ils vont devenir vraiment une attraction incroyable en NBA. Bon, certes, au niveau des stats, il sera à 16 points par match, mais il évoluera avec des joueurs intéressants, Baron Davis, Al Harrington, Stephen Jackson, Captain Jax, Monta dont Ellis. on se souvient toujours. Monta, Monta Ellis tatoué. Non, vraiment, et Andri Briedrins, qui était concrètement Jason Richardson, on peut le dire, il aurait pu s'adapter à la NBA d'aujourd'hui, Polo. oui, je pense qu'il avait, si il avait été encore en bonne santé, il aurait pu, parce que comme disait Rafik au début, ben, shoot à 3 points, il fait le spectacle. Donc je pense qu'il correspond totalement à ce que la Ligue veut proposer en termes de divertissement, totalement. Totalement. Et en fait, il a aussi des hauts pourcentages à 3 points. Il fera une carrière aux alentours de 40%. Et 37, aussi, 37%, 37%, voilà. Et aussi, il a des très très hauts pourcentages au shoot sous le panier. Et aujourd'hui, en NBA, il faut être très très bon sous le panier et derrière la ligne à 3 points. Le pourcentage mi-distance ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que Malheureusement. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, moi je pense que oui, Jason Richardson dans la NBA d'aujourd'hui, il serait très demandé. Et surtout, s'il avait une meilleure défense, s'il avait décidé d'améliorer sa défense, il serait très, 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 ce serait un Jay Crowder plus. Justement, en parlant de ça, alors bon, Jay Crowder, non, parce que je trouve que Jason Richardson maîtrise mieux le ballon que Jay Crowder quand même, s'il te plaît. Il y a d'autres free and D qui peuvent venir en tête, ou genre un Covington ou des trucs comme ça. Genre, je le vois plus dans un free and D plus. Je le vois pas non plus un franchise player. Aujourd'hui, il sera pas un franchise player. Ça, c'est sûr que non. En tout cas, Jason Richardson fera quand même une très très belle performance, hormis le cas de Charlotte, où au niveau du scoring, ça va plutôt bien se passer. Mais c'est surtout aux Suns de Phoenix, où il va arriver en finale de conférence Ouest, une très belle finale face aux Lakers de Los Angeles. Malheureusement, il va continuer au Phoenix assez longtemps. Il y aura une affaire avec Steve Nash, avec sa femme, soi-disant. Bon, on parle au conditionnel, parce que aussi Sean Kemp, c'est pas mal. On parle du côté de Sean Kemp parce qu'il a eu 7 enfants avec 6 femmes différentes. Ok? Là, c'est pas 4, c'est 6. Mais non, mais c'est la même chose. Franchement, si c'est pas 6, ça peut être 4. Qu'est-ce qu'on va dire? T'as raison, c'est la même chose. Celui-là, je suis en train de dire c'est pas 4, mais non, c'est grave déjà 4. Bien sûr que c'est grave. Et Jason Richardson, en tout cas, donc sera tradé des Suns. Il enchaînera du côté du Magic avec Dwight Howard et Stan Van Gundy, sans réussite, bien entendu, du côté du Magic avec le trade de Dwight Howard par la suite. Et maintenant, parlons d'un point important. Les blessures. Polo, comment ça se passe? Parce que ces mecs-là sont très forts athlétiquement. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais qu'on puisse rebondir sur la condition physique. Alors ça, c'est malheureusement, enfin pour tous ceux qui jouent au basket, pour les auditeurs, on va dire que ceux qui le font usent rapidement leur organisme. Et ça, il faut vraiment le préciser, parce que faire des dunks, comme le disait en rigolant au début du podcast Rafik, au niveau du gainage, au niveau de la charge, faire des dunks, sauter, retomber, ça épuise rapidement les organismes. Et pour eux, on va pas se mentir, c'est le genou et le dos. Et je pense qu'un jeu explosif comme le leur, à un moment, il faut s'adapter. Il faut essayer de mettre de l'eau dans son vin. Varier. Et travailler le shoot, travailler d'autres aspects du jeu qui permettent de durer dans le temps. Et tous ceux qui ont duré dans le temps, on a fait un podcast là dernièrement sur Indiana et sur Détroit, je pense que des gars comme Rip Hamilton, ils n'ont pas besoin de dunker, mais ils ont un arsenal offensif qui leur permet d'être dans le temps efficace, pas conserver leur santé sans que ça soit préjudiciable pour eux. Et je pense que ça n'a pas été le cas pour
ni pour Sean Kemp, ni pour John Richardson. Bah bien sûr, de toute façon, leur style de jeu est très traumatisant pour un corps humain. Ça va au-delà des physiques, du physique d'un humain. Et c'est vrai que Richardson à la fin de sa carrière, le genou. Ouais. Mais je trouve quand même c'est un miraculé Richardson, parce que pour moi il a quand même pas mal de saisons NBA. Vraiment, il aurait 14. pu prendre plus cher en termes 14. Avec son style de jeu, il aurait pu en faire 8. Genre s'il en avait fait 8, j'aurais compris. Mais là pour moi 14, il est quand même assez miraculé. Et Kemp, lui, de toute façon, Kemp, c'est condition physique et c'est aussi le mental. Psychologiquement, il a vrillé. Vraiment, il a vrillé. Par rapport à John Richardson, moi je dirais que c'est dommage qu'il aurait été un joueur unidimensionnel. Il a clairement progressé à 3 points, en devenant même le meilleur marqueur à 3 points de la saison 2007-2008, du côté de Charlotte. Il faut quand même le mentionner, c'est important. Jason Richardson, pour moi, c'est vrai, les dunks nous ont véritablement impressionnés. Il a essayé de s'adapter au niveau du shooting, où là, en effet, on était performant. Il n'a pas non plus fréquenté des équipes qui ont été performantes dans le temps. Charlotte, Charlotte avec c'était MJ qui était au pouvoir, je crois déjà, non? Est-ce qu'MJ était déjà là? Ah oui, un moyen. C'est quoi, c'est 2008-2009? Ouais, 2007, 2000. Il devait être présent, à mon avis. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ça n'a pas forcément donné par rapport à Jerry. En tout cas, à titre personnel, il a dit plusieurs fois, je pensais être All-Star, mais à mon époque, marquer pas mal de points et faire les highlights, n'était pas suffisant pour être All-Star. Parce qu'à l'époque, marquer 20 points par match et que tu n'étais pas, et que ces 20 points ne pesaient pas dans la rencontre, te coûtait cher au niveau du droit des votes. Et ça a été clairement le cas pour Jason Richardson, qui a vraiment résumé la situation. Par rapport à Sean Kemp, j'ai une phrase importante à vous mentionner, messieurs. Une citation de Larry Brown, si vous vous souvenez bien. Larry Brown dira de Sean Kemp, donc je cite en effet, Sean Kemp était fantasque, capable de dominer un match du matin au soir des deux côtés du terrain. Et de traîner dans des ennuis l'après-midi, on ne savait jamais ce qui pouvait se passer avec lui. C'est une phrase qui a clairement résumé son imprévisibilité et quelque part son charme dans le royaume de la NBA. Exactement. Je pense que c'est malheureusement sa discipline et son tempérament qui ont raison de sa carrière. Je pense que niveau athlétique, comme on l'a dit depuis le début du podcast, il avait rien à envier, même c'était même l'un des top players à ce niveau. Mais malheureusement, sa discipline de vie, son mental ont fait en sorte qu'il n'a pas pu devenir le joueur que tout le monde espérait.